Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Célia Colombier, je suis chargée de mission au réseau ISE, donc le réseau Île-de-France Santé Environnement. C'est un réseau qui est porté par l'ORS Île-de-France et département de l'Institut Paris Région. Le réseau ISE, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il rassemble les acteurs qui sont mobilisés sur les sujets de santé environnement sur le territoire, donc à savoir des collectivités, des associations, des équipes de recherche, des professionnels de santé ou encore des services publics. Et parmi nos activités, l'objectif c'est d'intensifier, diversifier les collaborations entre des acteurs sur le territoire. Et donc parmi nos activités, on propose des événements et donc parmi ces événements, des séries de webinaires. Et depuis janvier, nous avons lancé la collection Vivre avec le changement climatique. Les territoires s'engagent pour aborder l'enjeu de l'adaptation au changement climatique à partir de l'approche sanitaire et environnementale. Donc le sujet, c'est quelle réponse des territoires pour préserver la santé des populations tout en préservant les écosystèmes. Vous pouvez retrouver donc l'ensemble des précédents épisodes en replay sur notre site. On va vous envoyer le lien dans le chat. Le webinaire, donc les deux précédents étaient un webinaire introductif en janvier et en février, un webinaire autour de la chenille processionnaire. Les dates suivantes apparaissent à l'écran. Le 20 avril, donc on parlera alimentation, agriculture. Le 25 mai, on parlera des îlots de chaleur urbains, donc de l'enjeu de rafraîchir les villes qu'on organise en partenariat avec Ecopolis. Et enfin, le 22 juin, on parlera éco-anxiété. Vous pouvez vous inscrire sur le site du réseau ISE. Alors aujourd'hui, on va aborder l'enjeu des maladies à transmission vectorielle, et notamment à partir du cas du moustique tigre. C'est un vecteur susceptible de transmettre certaines maladies telles que la dengue, le virus Zika ou encore le chikungunya. On va vous en parler. Et pour ce faire, j'ai le plaisir donc de recevoir aujourd'hui 4 intervenants. Merci vraiment à tous les 4 d'avoir accepté de participer au webinaire. Alors dans l'ordre d'intervention, Didier Fontenille, directeur de recherche à l'IRD, Raphaël Taravella, qui est le monsieur arbovirose de l'ARS, que je présenterai plus amplement tout à l'heure, Christophe Belay, directeur technique de l'EID Rhône-Alpes, et Simon Vescovi, psychologue social au cabinet NF Études. Donc avant de laisser la parole aux intervenants, je vais rappeler quelques éléments sur le déroulé. Le webinaire, il y a 2 phases. Une première partie de présentation, durant laquelle vous pouvez poser des questions en cliquant sur l'icône Q&A qui doit être à droite, en bas à droite de votre écran. Je relayerai ensuite ces questions aux intervenants à l'issue de leur présentation. Il y a également une bulle, ça c'est le chat. Il est utilisé pour partager des ressources et des informations. Et donc, dans un second temps, les intervenants répondront à vos questions, rebondiront aussi sur vos commentaires. Si on n'a pas le temps de traiter l'ensemble des questions, on déposera un FAQ sur le site du réseau dans l'article qui est dédié au webinaire. Donc, pour introduire l'échange, poser les enjeux, définir les termes et établir les liens avec le changement climatique et plus largement les changements globaux, je vais laisser la parole à Didier Fontenille, qui est donc directeur de recherche de l'Institut de recherche pour le développement, également donc entomologiste et membre du COVARS. Alors le COVARS, c'est le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. C'est le successeur du conseil scientifique, si je ne me trompe pas, dont on a beaucoup entendu parler durant la crise Covid. Voilà, je vous laisse la parole, Didier Fontenille, pour 15 minutes. Merci. Bonjour, j'essaye de partager mon écran et ça a l'air de marcher. Oui, c'est parfait. Bonjour à tous et puis merci pour votre invitation. Je vais aller assez vite sur les préliminaires. L'idée, c'est de présenter quelques notions assez générales, donc ça ne sera pas de la science très fondamentale, sur les maladies à transmission vectorielle et en prenant quelques exemples autour du moustique tigre que l'on appelle Aedes albopictus. Alors, une maladie vectorielle, c'est quoi? Ben, c'est très simple en fait. C'est une maladie qui est due à un agent infectieux qui est transmis à des vertébrés par des vecteurs. Dans notre cas, les vertébrés, c'est l'homme,
mais l'agent infectieux peut également toucher d'autres animaux, des oiseaux, des rongeurs, d'autres mammifères, etc. Le vecteur, dans notre cas, c'est un insecte ou un arthropode, et là c'est un Aedes, un moustique, qui peut transmettre donc le virus de la dengue à des humains, et ça passe d'humain à humain par l'intermédiaire du moustique. Donc ça, c'est le plus simple. Après, les choses se compliquent un petit peu parce que quand on regarde les maladies vectorielles dans le monde, il y en a des centaines et probablement des milliers et probablement des dizaines de milliers que l'on ne connaît pas, puisque ce que l'on connaît surtout, ce sont les maladies vectorielles qui nous concernent, soit parce qu'elles touchent les humains, soit parce qu'elles touchent les animaux qui nous concernent, les animaux de rente essentiellement, soit parce qu'elles touchent les plantes. Il y a donc des agents infectieux qui sont transmis à ces hôtes, on appelle ça des hôtes, humains, animaux et plantes. Par exemple, pour les humains, les maladies, dont on a déjà parlé, c'est dengue, Zika, chikungunya, c'est transmis plutôt par des moustiques et uniquement même par des moustiques qu'on appelle Aedes. Il y a d'autres virus qui peuvent être transmis aux humains par des moustiques, la fièvre du Rift, l'encéphalite japonaise, West Nile, et puis d'autres agents infectieux, des parasites, comme le paludisme, ce sont des plasmodiums qui sont aussi transmis par les moustiques. Mais il y a d'autres types de vecteurs. Donc un vecteur, vous comprenez que c'est un arthropode qui a besoin de se nourrir de sang, et c'est à l'occasion de ses repas sanguins qu'il se contamine lui-même et qu'il retransmet ensuite l'agent infectieux. Parmi les autres vecteurs, il y a les poux, il y a les puces, il y a ce qu'on appelle les simuli en Afrique, les mouches noires au Québec, des mouches piqueuses comme les thons, la mouche tsetse en Afrique, et puis les punaises sud-américaines qui transmettent la maladie de Chagas. En France, ici, on a qu'on appelle des phlébotomes qui peuvent transmettre des parasites comme les parasites de la leishmaniose. Et puis, il y a toutes les tiques qui ne sont pas des insectes, comme vous le savez, et qui sont bien des arthropodes hématophages qui prennent du sang et qui peuvent transmettre soit des bactéries comme la borréliose de Lyme, soit de très nombreux virus dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Alors ça, c'est pour vous donner un petit peu le cadre que c'est un vecteur et les maladies qui sont transmises. On a la même chose chez les animaux, je ne vais pas entrer en détail, et peut-être une chose à retenir, c'est que c'est également le cas chez les plantes, avec les pucerons, par exemple, qui prennent de la sève sur les plantes, mais qui, à cette occasion-là, peuvent transmettre un virus d'une plante à une autre. Les pucerons, les psylles, etc., avec des maladies extrêmement graves, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui ont des conséquences économiques qui sont dramatiques. J'en veux pour exemple le puceron qui pique la betterave et contre lequel on doit lutter, on lutte actuellement avec des néonicotinoïdes, qui posent des vrais problèmes de santé végétale et sociétale. Alors, pour revenir à la vedette du jour, le moustique tigre, son vrai nom Aedes albopictus. Alors c'est juste un petit moustique parmi d'autres. Il appartient à une famille. Les moustiques, c'est les culicidés. Donc la famille des culicidés, il y a plus de 3600 espèces de moustiques décrites. Donc il y a une très grande biodiversité vectorielle et les moustiques sont une composante importante de cette biodiversité. On les trouve à peu près partout, en zone tempérée, en zone tropicale, à la forêt, dans les forêts, dans les campagnes, dans les villes. Ils piquent de jour, ils piquent de nuit, ils piquent les hommes, ils piquent les animaux. Donc ils sont à peu près partout. Il y a que vraiment au pôle Nord où on les trouve pas, mais on les trouve très très haut en latitude. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'aujourd'hui on parle de Aedes albopictus, qui est un moustique capable de transmettre des agents infectieux. On appelle ça un vecteur. Et la plupart des moustiques sont non vecteurs d'agents infectieux aux humains. Ils peuvent être vecteurs d'agents infectieux à d'autres animaux, mais pour les humains, c'est un nombre limité de moustiques qui nous impactent. Je ne vais pas donner de nombre, mais c'est peut-être autour d'une centaine qui sont vraiment impactants. Sauf que Albopictus, c'est une vedette et c'est un moustique qui a un très fort impact en santé publique. Au laboratoire ou dans la vraie vie, dans la nature, il peut transmettre jusqu'à 40 virus différents et les plus connus et les plus impactants pour nous sont la dengue, Zika et chikungunya, mais il peut aussi transmettre la fièvre jaune, peut transmettre le virus du Nil occidental qu'on appelle West Nile. Les petites photos que vous voyez, c'est juste pour vous montrer que les moustiques, c'est très joli. Et donc, c'est pas seulement des choses à écraser sur votre cuisse quand ils vous piquent,
Et là, vous avez un petit exemple, je ne vais pas entrer dans le détail, mais de la biodiversité de ces moustiques en Amérique du Sud, en Afrique et en Europe. En ce qui concerne Aedes albopictus, eh bien, ce n'est pas un moustique européen, c'est un moustique d'origine asiatique. Ses ancêtres vivaient en forêt du sud-est asiatique. Ils pondaient des œufs dans des creux d'arbres et ils se sont adaptés à des villages autour de ces forêts. Et de ces villages ont été sélectionnées des populations de mieux en mieux adaptées à l'homme qui ont été exportées dans des zones plus tempérées en Asie avec des mécanismes génétiques qui ont permis cette adaptation et en particulier le fait de pouvoir survivre au froid sous forme d'œufs. Les Aedes ont cette particularité qu'ils peuvent pondre des œufs qui peuvent résister à la dessiccation pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. On appelle la quiescence. Et lorsqu'ils résistent pendant la saison froide, on appelle ça la diapause. Et donc, ils ont été exportés d'Asie du Sud-Est d'abord vers le Japon. Ils ont pondu dans des pneus qui étaient stockés à l'extérieur, où il y a des collections d'eau. Les moustiques pondent leurs œufs dans l'eau, à côté de l'eau. Et du Japon, ils ont été exportés aux États-Unis dans des pneus, les œufs à sec. Et lorsqu'il a plu aux États-Unis, les œufs ont été mis en eau, ils ont éclos, ils ont donné des moustiques, ils se sont multipliés. Et les Américains ont réexporté des pneus avec des œufs, sans le faire exprès bien sûr, vers l'Amérique du Sud, vers l'Afrique et vers l'Europe. Et c'est comme ça qu'il est arrivé en Europe. Et il est arrivé dans les années 1990 en Italie, puis il a progressé en tache d'huile vers le nord de l'Italie et vers la France où il a été installé en 2004. Alors, je sais que mes collègues vont présenter des diapositives sur les gîtes larvaires, donc je vais aller assez vite. Aedes albopictus pondent dans des petites collections d'eau. Donc vous avez des exemples, c'est des jarres, c'est des gouttières mal drainées, c'est des soucoupes sous des pots de fleurs, c'est les pneus dont je vous ai parlé, les récupérateurs d'eau, les regards d'eau pluviale, etc. Donc ça, il faut bien le retenir parce que une des manières de lutter contre le moustique, c'est de faire en sorte qu'il ne pond pas dans ces collections d'eau. Le moustique, aujourd'hui, il nous embête pas seulement parce qu'il nous pique, en particulier à l'heure de l'apéritif le soir, mais surtout, pour moi qui travaille en infectiologie, parce qu'il est capable de transmettre des virus. On a parlé de la dengue, Zika et chikungunya. Et la réplication du virus chez le moustique prend quelques jours. Le moustique n'est pas une seringue volante à transmettre d'une personne à une autre. Donc il faut que le virus se réplique chez le moustique. Admettons, ça prend entre 5 et 10 jours. Le moustique absorbe du sang virémique, ça se développe, le virus passe dans l'estomac, il traverse l'estomac, le petit 3, il se réplique dans le corps du moustique et il gagne les glandes salivaires, le petit 5. Et lorsque le moustique vous pique, admettons 3, 6 ou 9 jours plus tard à la première piqûre, il vous transmet de la salive, bien sûr, et en même temps le virus. Donc ça, c'est le cycle du virus chez le moustique. Et ça nous a amené à avoir en France métropolitaine des cas dits autochtones de dengue, Zika ou chikungunya. Il faut bien comprendre que la dengue, c'est la moitié de la population du globe maintenant qui peut être impactée par la dengue. On compte des centaines de milliers de cas de dengue chaque année dans le monde et on estime à 30 000 ou 40 000 morts, mais on ne le sait pas très bien dans le monde. La France est très impactée avec ses départements tropicaux de l'océan Indien et des Amériques. Et depuis une quinzaine d'années, suite à l'invasion d'Aedes albopictus en France métropolitaine, eh bien, lorsque quelqu'un revient d'un voyage avec un virus, il peut être piqué par un moustique local qui vit en métropole, en France métropolitaine, et ce moustique peut répliquer le virus, comme je vous ai montré, et le retransmettre à une personne qui n'a jamais voyagé. C'est ce qu'on appelle un cas autochtone. Donc, on a eu beaucoup de cas autochtones, enfin, on a eu quelques cas autochtones, Zika, dengue, chikungunya, les années précédentes. Et cette année, en 2022, on a eu 65 cas de dengue autochtone en PACA, en Occitanie et en Corse. Ça, ce sont les données de Santé publique France que l'ARS va certainement présenter. Alors, pourquoi Aedes albopictus est bien embêtant? Eh bien, il vit suffisamment longtemps pour prendre plusieurs repas de sang et avoir plusieurs occasions de retransmettre le virus après sa réplication. Ça, c'est une expérience qu'on a faite à l'île de la Réunion, en insectarium, à différentes températures. Vous voyez qu'il y a des températures tempérées, 20, 25, plus chaudes, 30, 35. La longévité d'une femelle, c'est à peu près un mois, en moyenne.
Et donc, cette femelle, elle va se gorger tous les 2 ou 3 jours. Elle va pondre des œufs en même temps, tous les 2 ou 3 jours. Et à chaque fois, ça sera une occasion pour elle de s'infecter et de retransmettre. Donc, plus la moustique, seules les femelles prennent du sang. Donc, plus la femelle de moustique vit longtemps, plus elle peut se contaminer et transmettre le virus. Mais pour ça, il faut encore qu'elle puisse se contaminer sur un hôte virémique et qu'elle puisse piquer de nouveau un hôte virémique. Pour la dengue, Zika et chikungunya, les hôtes vertébrés, ce sont des primates. Et l'homme est un primate. Donc, ce sont vraiment des arboviroses strictement, enfin, très adaptés à l'homme. On trouve les virus chez les singes en forêt, mais maintenant, c'est totalement adapté à l'homme. D'où l'intérêt de comprendre le comportement alimentaire de Aedes albopictus. Donc, je vous l'ai dit, seules les femelles piquent, les mâles se nourrissent de nectar. Les femelles piquent plutôt dans la journée. Vous avez la courbe en bas d'agressivité, c'est plutôt le matin et en fin d'après-midi. Comme je disais, c'est une mauvaise nouvelle quand on veut boire l'apéritif dehors. Donc, ils sont plutôt diurnes. Est-ce qu'ils sont fins gourmets qui ne mangent que de l'homme ou s'ils sont opportunistes? Enfin, quel est leur menu? Et est-ce qu'ils mangent souvent? Et pour le vérifier, on a fait des expériences où on a offert à des femelles Aedes albopictus qui étaient affamées, on les avait affamées, on leur a offert 2 vertébrés différents dans une même cage. On a mis des humains et des chèvres, des humains et un grand nombre de poulets, des humains et un gros chien, des humains et un petit veau, pour avoir des poids égaux. Et regardez, en noir, ce sont les humains. Aedes albopictus préfère systématiquement se gorger sur les humains. Il peut se gorger sur d'autres animaux, 30% sur les chèvres par exemple, mais 10% sur les veaux, mais il préfère toujours les humains. De temps en temps, le moustique, au cours du même repas de sang, peut passer d'un hôte à l'autre, d'un vertébré à un autre, ce que nous on appelle une entrée et un plat principal ou un plat principal et un dessert. Et donc, ce moustique est finalement opportuniste également. Il prend un petit peu ce qu'il a ou il choisit ses repas. Et c'est aussi un mécanisme pour le moustique de transmettre le virus d'un type de vertébré à l'homme ou de l'homme à une autre espèce de vertébré. On appelle les transferts. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle encore. Non seulement il vit longtemps, mais il préfère se piquer l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire, je regarde mon temps, oui. On peut lutter contre ces moustiques, soit quand il est dans l'eau au stade larvaire, soit quand il est adulte, à différentes occasions. Donc, voilà quelques diapositives de stratégies que l'on peut utiliser. Mettre de l'insecticide plutôt d'origine biologique dans des collections d'eau où il y a Albopictus. Dans des collections d'eau assez grosses, on peut mettre aussi des poissons qui mangent les larves d'Albopictus. On peut bien sûr couvrir les collections d'eau lorsqu'elles sont indispensables ou les vider lorsqu'elles ne sont pas indispensables. On peut tuer les adultes avec des insecticides. On peut se protéger avec des moustiquaires, mais je vous rappelle, ce sont des moustiques typiques de jour, ou avec des répulsifs, vous avez des photos, y compris les tortillons, ou avec des pièges à moustiques, par exemple. Ça, c'est un peu ce qui marche. Alors, plus ou moins bien, et souvent pas très très bien. Et puis, il y a ce qu'on va avoir comme technique demain. Alors, j'ai pas tout pris. J'ai pris quelques exemples parce qu'on en parle un peu dans la presse. On peut lâcher des moustiques que l'on a infectés avec des bactéries exogènes de moustiques qu'on appelle des Wolbachia, ce qui va avoir un impact sur la stérilité, la longévité ou la capacité à transmettre des agents infectieux par ces moustiques-là. On peut lâcher des moustiques OGM, des moustiques transgéniques qu'on a modifiés génétiquement, pareil pour la stérilité, la longévité, pour le comportement ou pour l'immunité des moustiques. Alors ça, c'est interdit en Europe, donc je ne vais pas développer ça. En bas à gauche, de la recherche s'intéresse à l'utilisation de nématodes, c'est les petits vers, de virus, des densovirus ou de champignons qui sont pathogènes pour les moustiques et qui tueraient les moustiques. C'est pas encore opérationnel, mais il y a de la recherche là-dessus. Sur la droite, quelque chose qui est déjà opérationnel dans plusieurs pays, y compris la France à l'île de la Réunion, n'est pas utilisé à grande échelle pour le moment. C'est la technique dite de l'insecte stérile, TIS. On stérilise des mâles qui ne piquent pas, on les lâche massivement dans la nature, ils s'accouplent avec des femelles et ils pondent des œufs qui n'éclosent pas. Donc ça, on réduit les populations. C'est écolo, efficace, mais encore insuffisamment efficace, il faut améliorer. Et puis, dans la recherche, beaucoup d'entre vous ont été vaccinés avec de l'ARN messager. Eh bien, l'idée, c'est de vacciner, par des techniques que je ne développerai pas, des moustiques
avec de l'ARN messager enveloppé, de manière à ce qu'ils ne puissent plus développer les agents infectieux ou que ça modifie leur comportement, par exemple. Votre cycle est, c'est ma avant-dernière diapositive, votre cycle est sur les changements climatiques. Alors, changement climatique, albopictus et arbovirus, pas si simple. Pourquoi? Parce que le changement climatique, c'est une évidence, modifie les niches écologiques des vecteurs à travers les facteurs abiotiques et biotiques, température, pluie. Et biotique, c'est la nature des lieux de ponte, de repos des Aedes, mais aussi les prédateurs, les compétiteurs, les vertébrés qui sont là pour le repas de sang, les plantes disponibles pour les jus sucrés, etc. Donc, le changement climatique modifie ces niches écologiques. Mais pour Aedes albopictus, ça ne les modifie pas tant que ça, parce que c'est un moustique qui est strictement, pas strictement, mais essentiellement urbain, qui se développe dans des collections d'eau qui sont la plupart du temps créées par l'homme et qui en plus se nourrit de sang humain. Donc, le changement climatique va pas beaucoup jouer, donc il est moins sensible que d'autres moustiques, que d'autres vecteurs à ces modifications. Et son expansion actuelle, c'est plutôt dû à l'urbanisation, au transport et à ses capacités génétiques extraordinaires à s'adapter et à muter. Mais malgré tout, le changement climatique modifie la survie des femelles, la durée, vous avez vu, la longévité des femelles dépend de la température, et donc aussi le nombre de générations annuelles. Par exemple, j'ai déjà observé à Montpellier les premiers Aedes albopictus en train de voler. L'année dernière, c'était 2 semaines plus tard. Je ne sais pas si c'est lié au changement climatique. En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle pour les gens qui vivent dans le sud de la métropole. Donc la période d'activité peut changer et ce qu'il faut savoir, c'est que les virus se développent plus ou moins vite dans le corps du moustique et ça dépend de la température. Quand il fait trop chaud, ça les stoppe. Quand il fait trop froid, ça les stoppe. Donc, le changement climatique pourrait également jouer sur la vitesse de développement du virus dans le moustique et puis enfin sur les comportements humains. Quand il fait chaud, vous n'allez pas mettre des pantalons longs et des chemises à manches longues avec le col relevé. Vous allez plutôt vous balader en short, en jupe ou en t-shirt. Et ça, les moustiques adorent ça. Donc, c'est ce que j'appelle les comportements humains dits à risque. Vous allez être plus à l'extérieur avec des vêtements un peu plus légers. Voilà, je m'arrête là. Je pense que je suis à peu près dans vos temps et je vous remercie de votre attention. Oui, merci beaucoup, c'était très clair en plus. Il y a juste une petite question, donc je me permets de vous la poser maintenant parce que c'est plus de la précision, de Martine Vergnol qui demande s'il y a un volume d'eau minimum pour que le moustique puisse se développer. Une image montrait le bout d'un bambou. Est-ce qu'une coquille d'escargot vide peut être utilisée par les moustiques et à combien de dessiccation tiennent les œufs? Alors, oui, des collections d'eau extrêmement petites peuvent suffire. Une coquille d'escargot, il faut juste que l'eau puisse persister, disons, on va dire 1 semaine, au minimum. Donc, on va dire en gros escargot. À Mayotte, par exemple, ou à l'île de la Réunion, il y a des gros, et dans les Antilles, il y a des gros escargots qu'on appelle les acatines. On trouve beaucoup de moustiques là-dedans. Même, j'ai vu des moustiques mais il faut qu'il pleuve assez régulièrement, mais pas trop pour ne pas vidanger la feuille. J'ai vu des moustiques dans des feuilles qui étaient tombées au sol et qui créaient un petit récipient. Donc oui, quelques centilitres d'eau peuvent suffire. La deuxième question, j'ai pas compris. La deuxième question, à combien de dessiccation tiennent les œufs? Les œufs peuvent rester à sec pendant plusieurs mois. On s'est amusé dans les laboratoires à les faire tenir le plus longtemps possible. Ça peut tenir jusqu'à 1 an. Ça dépend un petit peu. Ça dépend de ce qu'on appelle, nous, les populations de moustiques. Si c'est un moustique qui vient s'il est habitué à la dessiccation à une zone sèche ou pas. Mais c'est en tout cas plusieurs mois sans aucun problème. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il passe l'hiver et dans certaines régions qui passe également l'été quand c'est trop sec. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de maintenant changer d'échelle et on va aller voir ce qui se passe du côté des territoires et la manière dont s'organise la lutte antivectorielle et notamment au niveau du territoire francilien avec Raphaël Taravella, qui est donc ingénieur du génie sanitaire, coordonnateur régional risques vectoriels climatiques et internationaux à la direction de la veille et sécurité sanitaire au département défense et sécurité de l'ARS Île-de-France. Je vous laisse la parole, Monsieur Taravella. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation à ce webinaire. Donc pour faire un point effectivement sur la lutte antivectorielle à l'échelle régionale et la façon dont on s'organise sur le territoire vis-à-vis de cette problématique qui
devient de plus en plus prégnante, évidemment, comme a pu l'évoquer Monsieur Fournier. Donc, pour faire un point rapide sur la situation, sachez déjà qu'aujourd'hui, la France métropolitaine est largement touchée par la présence du moustique tigre, puisque en 2022, 71 départements de la métropole connaissent la présence du moustique tigre sur leur territoire de façon plus ou moins importante, puisque ce que cache un peu cette cartographie, c'est qu'on considère un département colonisé dès la première commune touchée, et que donc certains départements ne concentrent qu'une seule commune ou très peu, et d'autres départements, comme notamment sur le pourtour méditerranéen, voient la quasi-totalité de leur territoire aujourd'hui concerné. En Île-de-France, nous en sommes aujourd'hui à 100 communes colonisées sur la région par le moustique tigre, dont la ville de Paris où 5 arrondissements sont plus particulièrement concernés. Et on a connu une augmentation assez fulgurante de la présence du moustique tigre, puisqu'après une accumulation assez lente depuis 2015, nous avons doublé le nombre de communes colonisées lors de la saison 2022, avec 48 communes supplémentaires, dont 4 arrondissements de la ville de Paris. Donc on voit bien l'augmentation de la présence du moustique. Avec au-delà donc de ces communes colonisées, ce que vous pouvez apercevoir ici en bleu pâle, donc toutes les communes limitrophes de communes colonisées en 2022 et qui sont donc susceptibles elles-mêmes de succomber à la présence du moustique assez rapidement, mais également sur le bleu intermédiaire, que vous pouvez voir notamment sur la partie ouest des Yvelines ou par touche également dans Seine-et-Marne, des lieux où le moustique tigre a déjà été vu ponctuellement, où son installation n'a pas pu se faire de façon définitive, mais qui constituent des lieux où une surveillance particulière est nécessaire, puisqu'on est donc entre guillemets, sur un premier pied dans la porte du moustique sur ces territoires. Alors il faut savoir que on doit séparer un petit peu la lutte antivectorielle. Il y a une petite distinction à se faire. Faut voir que quand on parle de lutte antivectorielle au niveau de l'État, on intègre vraiment la notion de prévention du risque de transmission de maladies. Donc c'est quelque chose qui est porté par le Code de la santé publique depuis une évolution réglementaire en 2020, qui est une prérogative notamment de l'agence et qui est une mission qui nous est confiée, donc avec cet objectif de prévenir les fameux cas autochtones qui ont été présentés, qui surviennent sur le territoire maintenant de façon plus en plus fréquente, et qu'il est nécessaire de distinguer de ce qu'on appelle par opposition la lutte de confort, qui est une disposition assez ancienne qui date de 1964 et qui là vise à lutter contre l'aspect nuisant du moustique, le moustique étant particulièrement nuisant de par son activité pendant la journée, et donc sa propension importante à ruiner les apéritifs et les soirées. Et donc voilà, c'est vraiment dans cet objectif-là que ça se fait. La réglementation, elle intervient à plusieurs titres et je fais juste ici un petit rappel pour que vous puissiez avoir une vision complète du contexte d'intervention. Mais donc on est sur un ensemble d'articles du Code de la santé publique, avec un article en particulier qui rappelle les prérogatives des maires sur la gestion de la présence de moustiques vecteurs, une instruction ministérielle et un lien avec le règlement sanitaire international qui est donc sur la prévention de la transmission internationale des maladies et qui prévoit toutes les actions de surveillance au niveau des points d'entrée du territoire. Et donc pour la région Île-de-France, notamment les plateformes aéroportuaires de Charles de Gaulle, du Bourget et d'Orly, qui font l'objet d'une surveillance spécifique à la fois sur le moustique tigre, mais également sur d'autres espèces vectrices, telles que les anophèles pour le risque d'importation de paludisme. Alors quand on parle des acteurs de la lutte antivectorielle, même si l'ARS est un peu au centre du dispositif par le portefeuille qui lui est donné en termes d'action, il faut bien voir que c'est une intervention qui se doit d'être collaborative,
puisqu'au final, nombre d'acteurs peuvent intervenir d'une façon ou d'une autre pour lutter contre la présence des moustiques vecteurs et prévenir des transmissions vectorielles. Et par ailleurs, beaucoup d'acteurs en dehors de l'agence ont presque un peu plus de levier et de pouvoir pour le faire, et c'est notamment le cas des collectivités territoriales. Mais il est bien entendu nécessaire de travailler avec l'ensemble des acteurs, donc les autres services de l'État, les professionnels de santé, le tissu associatif et la population, qui est un acteur majeur à son niveau, et bien entendu les opérateurs privés et les fédérations professionnelles. Donc, quand on parle de l'agence et pourquoi je dis un peu acteur central, eh bien c'est qu'au titre du Code de la santé publique, en fait, nous avons aujourd'hui un très gros portefeuille d'actions, on va dire, sur la lutte antivectorielle, puisque on doit s'assurer d'assurer la sensibilisation des professionnels de santé à la déclaration, puisque la dengue, le chikungunya, le Zika sont des maladies à déclaration obligatoire, comme il y a des actions de prévention derrière en population, donc un professionnel de santé doit signaler ces cas à l'agence pour qu'on puisse déclencher ces mesures. Ce qui implique d'avoir une surveillance épidémiologique optimale du territoire que l'on organise avec la CIR, la cellule régionale de Santé publique France en région, pour avoir autant que possible la vision de qui et où sont les cas de maladies qui interviennent sur le territoire. On assure également la surveillance et la lutte entomologique dans le cadre maintenant d'un marché public avec un opérateur qui s'appelle l'Agence régionale de démoustication en Île-de-France. Et en fait, on surveille la présence du moustique tigre sur le territoire. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. On a un réseau de pièges qui est déployé sur la région. On reçoit également les signalements de la plateforme nationale de signalement du moustique tigre portée par l'ANSES. Et donc, on traite ces informations. Et lorsqu'on a une présence concomitante du moustique tigre et d'un cas humain sur le territoire, on mandate des enquêtes sur le terrain, des enquêtes entomologiques pour voir est-ce qu'il existe un risque de transmission. Sur l'année 2022, on a mandaté plus de 170 enquêtes entomologiques sur la région Île-de-France pour s'assurer du niveau de risque de transmission vectorielle. On organise la sensibilisation des collectivités locales en produisant un ensemble de rapports de communication, en faisant des réunions au sein d'instances. Les collègues dans les délégations départementales font un gros travail de mise en relation et de sensibilisation des collectivités, en organisant également des formations auprès des agents des collectivités ou des élus. On communique auprès du grand public, bien entendu, et notamment à travers notre page internet dédiée. Et donc, je le disais, on sensibilise les professionnels de santé, mais au-delà de la déclaration seule, on les sensibilise également à apporter les messages des bons gestes à adopter auprès des personnes qui viennent consulter, soit en amont d'un voyage, pour savoir comment se protéger dans une zone endémique où la dengue et le chikungunya peuvent circuler, mais également à leur retour, quand elles viennent consulter parce qu'elles sont malades, et pour s'assurer qu'en fait, elles ne puissent pas être le point de départ d'une transmission. Donc, c'est-à-dire que quand vous revenez d'une zone et que vous êtes malade, et ben là aussi, il faut continuer à porter des vêtements longs, à avoir des répulsifs, éventuellement se protéger avec des moustiquaires et essayer autant que possible de rester chez soi. Tout cela se fait bien entendu en lien avec les services de l'État et au premier titre duquel les préfets de département qui avec nous copilotent les instances de gouvernance locale. Donc il y a un comité régional en Île-de-France et des instances locales au niveau des départements qui permettent l'interaction entre les différents acteurs, participent à la communication au public, notamment en relayant les messages, et sensibilisent aussi ces services instructeurs en matière d'urbanisme, ce qu'on va reprendre avec les collectivités, puisqu'il y a un poids important de toute la gestion urbanisme et paysagère. Et également se doit de préparer la prévention de la survenue de maladies vectorielles dans le cadre du disposition de ORSEC, d'organisation de la réponse de sécurité civile, si on devait faire face à une épidémie. Alors le préfet est au premier rang des acteurs avec lesquels nous travaillons, mais ça se fait également en lien avec ces différents services, que ce soit au niveau régional et départemental, et qu'on peut donc penser à la DRIAT, l'ADREAL, pour ceux qui ne sont pas de la région Île-de-France,
donc où on a besoin qu'elle intègre les enjeux de lutte antivectorielle dans l'évaluation des plans, projets et programmes qui sont soumis dans le cadre des dispositions réglementaires, mais également l'ADRIAF et l'ADRIETS, qui sont des relais auprès des acteurs économiques et du terrain, que ce soit les exploitants agricoles, les apiculteurs, les fédérations professionnelles, notamment sur certains champs qui sont particulièrement impactés. On peut penser notamment aux fédérations de l'hôtellerie de plein air, où on peut comprendre que personne n'a envie d'être dans un camping dévoré par les moustiques. Au niveau des collectivités territoriales, vraiment au plus près de la population, c'est là aussi qu'il y a un énorme poids et beaucoup de leviers sur les actions qui sont possibles, puisque beaucoup de la prévention de la transmission des maladies vectorielles va en fait consister à réduire autant que possible la présence ou la quantité de moustiques qu'il y a sur un territoire, et ça passe par s'assurer que celui-ci est le moins propice possible à son développement. Donc c'est nécessaire de l'intégrer dans la gestion des espaces verts, dans la gestion des eaux pluviales, les trames vertes et bleues, la gestion du patrimoine immobilier, s'assurer que tout le patrimoine dont disposent les collectivités en fait ne sont pas des sites de développement du moustique. On peut penser notamment aux collèges, aux lycées qui appartiennent, donc qui sont propriétés des départements, du conseil régional, les écoles pour les communes, les équipements communaux. Et donc, il faut voir en fonction du partage de compétences de chacun, la meilleure approche d'un point de vue territorial peut être celle soit de la commune, soit de l'intercommunalité, de la métropole quand il y en a une, du département ou même de la région. Les documents d'urbanisme, à ce titre, sont autant d'outils possibles et mobilisables pour vraiment graver dans la pierre, entre guillemets, les actions qui peuvent être menées sur le territoire de ce point de vue-là, donc que ce soit dans les plans locaux d'urbanisme, les schémas de cohérence du territoire. Alors pour l'Île-de-France, on a le schéma directeur de la région Île-de-France, ailleurs ce sont les SRADET. Le contrat local de santé est également un outil là aussi qui permet d'engager le territoire sur la prévention des maladies vectorielles en lien avec l'agence et les professionnels de santé. La gestion des transports, avec là aussi beaucoup de patrimoine mobilier et immobilier qui peuvent être des lieux de développement du moustique tigre, et où la région, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, a un rôle de relais. Et le plan communal de sauvegarde, pendant du dispositif Orsec préfectoral, pour là aussi que la commune sache si jamais des foyers de maladies ou une épidémie devait se déclencher sur le territoire, comment est-ce qu'elle peut agir à son niveau. Les acteurs de la santé, bien entendu, ont un rôle, donc on a déjà évoqué. Alors l'hôpital a un rôle plus particulier puisque en tant que possesseur d'un patrimoine immobilier, il est également nécessaire que celui-ci s'assure que le site même de l'hôpital ne soit pas un lieu de développement du moustique tigre, plus particulièrement si il accueille un service des urgences ou un service des maladies infectieuses et tropicales, qui sont les premiers lieux dans lesquels on va accueillir des personnes qui sont porteuses de la chikungunya, de la dengue ou du Zika, notamment dans une approche diagnostique. Organiser la prévention des maladies vectorielles au sein de l'établissement, s'assurer qu'il ne puisse pas avoir de transmission de malade à malade, notamment chez des personnes qui sont donc particulièrement fragiles. Informer et former le personnel sur la thématique, une action qu'on va retrouver au final auprès de tous les professionnels de santé et auprès de tous les acteurs, de s'assurer que c'est quelque chose qui est connu, et notamment jusque chez le grand public. Les professionnels de santé, de façon au sens plutôt des professionnels de ville, que ce soit les médecins, les pharmaciens, les infirmiers et sages-femmes. Alors, pour ceux qui font du diagnostic, il est nécessaire qu'ils fassent le signalement des cas d'arbovirose auprès de l'agence pour que nous ayons une vision de ce qui se passe sur le territoire. Et là aussi, nécessaire de participer à la sensibilisation du public en tant que référent de confiance de la population pour savoir qu'est-ce qui peut être mené sur le territoire. Les opérateurs privés et les fédérations, là aussi, en tant que gestionnaires de patrimoine immobilier, avec un besoin de sensibilisation des personnels, des opérateurs du site, c'est le cas notamment pour les très grandes emprises, et je pense au groupe Aéroport de Paris notamment, en tant que point d'entrée du territoire où nous intervenons, besoin de réduire le risque vectoriel au niveau de la structure, et là, notamment pour les fédérations, le fait de pouvoir élaborer des recommandations adaptées aux spécificités d'activité, puisqu'on peut faire, nous, des recommandations assez génériques,
mais il est nécessaire de pouvoir les décliner localement. Et enfin, mais néanmoins pas un acteur mineur, le tissu associatif qui peut participer à la sensibilisation de la population, à diffuser les messages des bonnes pratiques, notamment sur l'élimination mécanique des gîtes larvaires, qui est vraiment un levier sur lequel tout le monde peut intervenir. Tout le monde peut vider les secoupes de son jardin ou de sa terrasse, mobiliser les acteurs du territoire et fédérer autour de cette problématique, notamment quand le moustique est implanté et déjà nuisant sur le territoire, peuvent développer et proposer des approches locales qui peuvent ensuite être appuyées par les agences et les services de l'État et proposées à d'autres territoires lorsque cela fonctionne, et notamment faire aussi émerger les attentes des territoires, que ce soit en termes de soutien, d'approche, de support de communication, d'appui, puisque évidemment nous ne pouvons pas avoir les yeux partout et on a besoin de relais dans les deux sens pour faire passer les bons messages à la population, mais aussi savoir qu'est-ce qu'elle attend de nous en termes de relais d'information. Alors voilà, j'essaie de balayer, je crois que j'ai dépassé un petit peu le temps, mais on pourra évidemment compléter tout ça dans la séance de questions. Non, c'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. C'était très clair. Merci pour cet éclairage sur le rôle des acteurs. En effet, il y a beaucoup de questions, donc je les ai bien notées, hein. On essaiera d'en poser un maximum à la fin pendant le temps d'échange. Alors, les 2 prochaines interventions, ce sont des témoignages d'actions qui sont mis en œuvre sur des territoires qui appartiennent à une autre région, donc celle d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'action en Île-de-France, hein, il y a déjà plein de choses qui sont faites, mais parce que ces 2 retours d'expérience m'ont paru particulièrement inspirants pour les acteurs franciliens. Et je vous laisse apprécier par vous-même. Donc, merci à Christophe Bellé, qui est directeur technique de l'entente interdépartementale pour la démoustication Rhône-Alpes, d'avoir accepté d'intervenir pour présenter la démarche d'accompagnement qu'il propose aux communes pour l'élaboration de plans de lutte à l'échelle locale. Précision avant de commencer. Donc en Île-de-France, Raphaël Taravella, je crois, l'a dit, nous n'avons pas d'entente interdépartementale pour la démoustication, mais notre opérateur est l'Agence régionale de démoustication, qui a peu ou prou les mêmes fonctions que l'EID. Voilà. Merci, Monsieur Bellé. C'est parfait, on voit très bien. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Donc, je vais vous présenter le projet d'accompagnement des communes pour lutter contre le moustique tigre qui a été développé en Auvergne-Rhône-Alpes, alors principalement en ex-région Rhône-Alpes, sur 5 départements. Alors tout d'abord, l'ERAD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication. C'est un opérateur public de démoustication créé à la fin des années 60 afin de réguler les populations de moustiques autochtones nuisants se développant dans les plaines d'inondation. Donc il y a 5 départements membres, donc l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie, ainsi que la métropole de Lyon. Donc la lutte contre les moustiques nuisants, nos périmètres d'intervention sont fixés par des arrêtés préfectoraux qui ont listé des communes intégrées au dispositif. Actuellement, nous intervenons en lutte contre les nuisances sur 267 communes. Et nous sommes également opérateurs de lutte antivectorielle pour le compte des ARS Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Et nous travaillons donc avec la Frodon dans le cadre de ce projet. Donc la Frodon, c'est la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc la Frodon ORA, qui est un organisme à vocation sanitaire qui est reconnu par l'État et dont certaines missions s'occupent vraiment de la santé du végétal ou en santé environnement. Et ils ont une expertise sur l'aide des collectivités à la mise en œuvre de plans d'action et de plans de lutte. Alors, la situation en Auvergne-Rhône-Alpes, vis-à-vis de la présence du moustique tigre, a fortement évolué en une dizaine d'années. Donc, les premières installations constatées en 2012, 10 communes étaient simplement impactées. Donc, dans les départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, ainsi que la métropole de Lyon. Et vous constatez que fin 2022, nous avons plus de 800 communes maintenant qui sont colonisées par le moustique tigre. Alors comme l'ont signalé
que Fontenil et Taravella dans leurs interventions précédentes. Le moustique tigre est un moustique vecteur, mais c'est également un moustique extrêmement nuisant qui a un impact conséquent sur le cadre de vie de nos concitoyens. Et ce qui a entraîné, par rapport vis-à-vis des départements membres de l'ERAD, une augmentation conséquente des demandes d'intégration au dispositif départemental de lutte. Donc pour cette partie de nuisance. Nous pouvons répondre à cet afflux de demandes. Les départements ont souhaité quand même apporter une réponse aux collectivités qui les sollicitaient. Donc d'où est né le projet pilote Moustique Tigre, porté par l'ERAD et la Fredon. Donc les financeurs, ce sont nos 5 départements membres, donc l'Ain, le Rhône, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, mais également l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a également une participation financière des communes accompagnées ou des EPCI. Donc c'est par intermédiaire de conventions tripartites entre les conseils départementaux, les communes ou les EPCI et l'ERAD. Et l'objectif de ce projet pilote moustique tigre, c'est d'accompagner les collectivités dans l'élaboration d'un plan de lutte contre le moustique tigre à l'échelle d'un groupement de communes d'un même territoire afin de mutualiser les actions, mais également de réaliser le même accompagnement sur les 5 départements pour plus d'efficacité et d'homogénéité. Alors ce projet a débuté en 2021. 13 communes étaient initialement accompagnées. Il a été poursuivi en 2022. Donc 33 nouvelles communes se sont intégrées à ce projet pilote. Alors comment ce projet fonctionne? Donc l'objectif de 2021, c'était d'un accompagnement individualisé des communes avec des diffusions des retours d'expérience. Et les objectifs 2022 et 2023, c'est de proposer cette fois-ci un accompagnement mutualisé des communes et d'impliquer les EPCI si possible. Alors l'accompagnement des collectivités se traduit par la formation des élus et des agents techniques, les diagnostics de territoire, la proposition d'un plan de lutte, également des réunions de fin de campagne et de retour d'expérience qui permettent de faire évoluer le dispositif. Alors la formation théorique se décompose en 2 demi-journées. Donc c'est une formation à destination exclusivement des élus et des agents techniques des collectivités accompagnées. Donc une demi-journée généraliste où on va aborder une formation théorique sur la biologie, l'écologie des moustiques autochtones et également du moustique tigre. Donc on va voir les principaux gîtes larvaires exploités par le moustique tigre pour sa reproduction. On fait également un point sur la réglementation. Donc vous avez pu en avoir un aperçu avec la présentation de M. Taravella. Et puis une demi-journée dite experte où là on va former les élus et les agents techniques à toutes les techniques de lutte, qu'elles soient biologiques, physiques ou biocides, qui peuvent être utilisées contre le moustique tigre. On va aborder également une partie transmission vectorielle et rôle de la lutte antivectorielle. On va aborder les leviers de la mobilisation sociale qui permettent d'impliquer le maximum de personnes dans cette lutte contre le moustique tigre. Et également toute une méthodologie pour réaliser le fameux plan d'action. Alors, le diagnostic de terrain, il s'effectue nécessairement avec les élus et les agents sur les sites communaux représentatifs. Alors ça va être principalement tout ce qui est cimetières, écoles, crèches, les services techniques, les campings municipaux, les jardins familiaux, les jardins privés, de façon à identifier les gîtes larvaires potentiellement exploitables par le moustique tigre. Donc il y a un vrai travail de transmission de connaissances sur cette partie diagnostic terrain. Alors là, ça va être plutôt quelques diapos qui vont illustrer un peu tous ces diagnostics. Donc au niveau de la voirie, ça va être principalement des gîtes structurels, donc à valoir avec des compteurs d'eau non étanches, les chambres techniques non étanches des télécoms. Sur les bâtiments publics, ça va être également du gîte structurel. On va retrouver les descentes de chenaux avec des canteurs, des chenaux bouchés, les terrasses sur plot. Au niveau des crèches, écoles et centres de loisirs, ça va être principalement des gîtes comportementaux. Donc ça peut être des jeux, des outils de jardinage non couverts, des bacs de sable mal bâchés, des récupérateurs d'eau non hermétiques. Ça peut être des coupelles. La liste est pas exhaustive. Au niveau des services techniques et des zones de stockage, les gîtes comportementaux, ça va être tous des contenants divers et variés qui vont pouvoir à un moment donné contenir de l'eau. Donc là, vous avez une illustration de ce qu'on peut trouver dans des CTM.
On retrouve les fameux pneus en haut sur la droite. Au niveau des cimetières, tous les contenants divers et variés qu'on va retrouver à la fois sur les sépultures, mais également entreposés entre les tombes. Donc coupelles, pots, vases, etc., arrosoirs. Au niveau des jardins partagés, les gîtes comportementaux principalement rencontrés vont être tout ce qui est dispositif de recueil et de stockage des eaux de pluie pour permettre d'arroser les jardins. Ça peut être également tous les outils qui vont être utilisés pour pratiquer cette activité. Au niveau des habitations et des jardins privés, on va retrouver un peu la même typologie de gîtes, des gîtes comportementaux, mais également des gîtes structurels. Donc, suite à ces diagnostics de terrain, là, il y a un plan. On va réaliser un plan d'action avec les services des communes et des élus, qui va consister à lister tous les sites sur lesquels les diagnostics ont été conduits. Il va lister également tous les gîtes larvaires qui ont été rencontrés. Et en face de ces gîtes, on va lister toutes les actions qui potentiellement peuvent être mises en œuvre pour limiter et neutraliser ces gîtes de façon à empêcher la prolifération du moustique tigre. Donc il y a également un calendrier des actions à mettre en place qui vont se baser sur l'écologie du moustique tigre et son activité saisonnière. De cette façon, on va définir un plan d'action sur plusieurs années, mais qui de toute façon à terme devra être mis en œuvre tous les ans, parce que le moustique tigre est installé et il est impossible de s'en débarrasser définitivement, et qui va permettre de rappeler toutes les actions à mettre en place du 1er janvier au 31 décembre. Alors quelques petits exemples d'actions de mise en œuvre suite à ces formations projets moustique tigre. Donc dans la communauté de communes du pays d'Ozon. Donc là c'est le PCI qui a été leader dans la mise en place de ce plan. Donc des actions mutualisées, donc le passage du certibiocide pour les agents qui auront en charge l'utilisation des biocides pour neutraliser les gîtes larvaires favorables au développement du moustique tigre. Une accentuation de la campagne de communication avec l'utilisation des plaquettes développées par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, des affichages dans les cimetières, la neutralisation physique ou par biocide des avares d'eau pluviale. Donc ça, c'est des choses qui ont été actées par la CCPO. Pour la commune de Saint-Clair-du-Rhône, eux, ils prennent des directions un peu différentes, mais qu'on va retrouver pratiquement sur toutes les collectivités. Donc des campagnes de communication renforcées, ça c'est assez facile à mettre en place. Donc en général, les collectivités s'en saisissent assez facilement. Et eux, la commune de Saint-Clair-du-Rhône ont décidé de mettre en place des journées de prévention directement au domicile de leurs administrés. Donc ça, c'est un choix de cette commune. Ça faisait partie des recommandations qu'on faisait à l'ensemble des communes. Et donc, elles viennent piocher des idées qui pourront être mises en œuvre sur leur territoire. Et puis, en dernier exemple, je citerai la commune de Jon, qui, elle, s'est engagée à la neutralisation physique des avaloirs avec espace de décantation. Donc, ils vont combler cet espace de décantation en réalisant des cunettes béton de façon à empêcher la stagnation d'eau dans ces équipements. Ils ont mis également en place des réunions d'information publique à destination de leurs administrés et des campagnes de communication renforcées. Donc quelques petits exemples, je ne pouvais pas tout lister parce qu'il y avait 33, plus d'une quarantaine de communes au final qui ont été accompagnées. Donc elles étaient assez nombreuses. Je vous en ai mis 3 qui me semblaient un peu représentatifs de l'ensemble des actions qui avaient été décidées d'être mises en place. Alors, dans le cadre de ce projet Moustique Tigre qui a débuté en 2021, en fin d'année, il y a des diffusions, des retours d'expérience. Donc, on invite toutes les communes qui ont été accompagnées à partager leur expérience et on invite également les communes non accompagnées de façon à ce qu'elles s'imprègnent de la logique de cet accompagnement. Et puis, grâce à des fonds de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons réalisé, en collaboration toujours avec la Frodon, un guide moustique tigre qui permet aux collectivités de prendre connaissance et de mettre en place un plan de lutte adapté à leur commune. Donc ça, c'est un document qui est téléchargeable et que vous pouvez consulter si ça vous intéresse. Donc l'objectif de ce guide moustique tigre, c'est de présenter l'espèce,
les techniques de lutte, partager les retours d'expérience, les témoignages des communes accompagnées. C'est diffusé par l'ARS Aura aux collectivités de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais vous pouvez les trouver et les télécharger sur le site de la Fronon Auvergne-Rhône-Alpes, mais également sur le site Moustigre, qui est un site qui appartient à l'Œil des Rhône-Alpes. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Alors, initialement était prévue une intervention d'une élue de Saint-Clair-du-Rhône, donc qui vient d'être évoquée, commune, les actions viennent d'être évoquées par Monsieur Bellé. Isabelle Marais, donc une commune qui a une démarche très ambitieuse et qui a suivi le programme. Et elle m'a demandé de communiquer ses coordonnées dans le chat au cas où vous souhaiteriez échanger avec elle. Donc je vais le faire juste après, pendant l'intervention, la dernière intervention. Donc pour terminer, je vous propose de prendre un petit peu de recul avec l'intervention de Simon Vescovi, donc qui est psychologue social au cabinet NF Études. Alors NF Études, c'est une agence spécialisée en sciences comportementales appliquées, mais je pense qu'il y reviendra. NF Études a mené une étude de terrain sur l'efficacité de la mobilisation sociale dans la lutte contre la prolifération du moustique tigre. Voilà, je vous laisse la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup. Oui, merci. Effectivement, alors l'idée c'est de vous présenter la démarche qu'on a menée sur le département de l'Isère dans l'objectif, ou en tout cas dans l'idée qu'il y avait de s'appuyer effectivement sur ce qu'on appelle les sciences comportementales, c'est-à-dire toutes ces disciplines en sciences humaines dont la psychologie sociale fait partie, qui cherchent à comprendre qu'est-ce qui fait que les personnes vont se comporter de telle ou telle façon, vont prendre telle ou telle décision, etc. Donc vraiment d'essayer d'aller chercher et d'aller comprendre les déterminants un peu plus cognitifs et psychologiques des comportements. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a réalisé cette démarche qui s'est structurée en plusieurs étapes, et je vais reparcourir un peu rapidement ces différentes étapes pour vous montrer plus concrètement ce qui a été fait sur le territoire. La première étape, c'est vraiment cette idée d'avoir une étape un peu d'immersion et d'étude vraiment terrain, à la fois issue de tout ce qui est issu de la littérature scientifique, aussi des supports qui peuvent exister, toute la documentation qui peut exister. C'est un sujet déjà extrêmement traité, tout ce qui est, voilà, tous les bilans, toutes les études, etc. déjà menées, les supports de communication aussi existants, et puis une étude terrain aussi, des entretiens avec des acteurs, des focus group avec des habitants, des journées d'observation, etc. Et l'objectif, c'est de prendre toute cette matière, de s'en nourrir, d'identifier des leviers, des stratégies psychosociales, donc vraiment qui identifient des leviers cognitifs, et de transformer ça en idées d'action, en concept, en dispositifs très concrets qu'on va ensuite aller tester, qu'on va ensuite aller déployer sur les territoires, dans des zones un peu restreintes, et dont on va mesurer l'efficacité de façon assez rigoureuse, à la fois sur un volet comportemental, c'est-à-dire est-ce que effectivement, par exemple, plus de personnes suivent les recommandations, mais aussi sur des indicateurs un peu plus psychologiques. Est-ce que les gens ont le sentiment d'être un peu plus capables de réaliser les gestes? Est-ce qu'ils ont envie ou est-ce qu'ils ont cette intention de s'engager, etc. Et c'est ça qui nous permet aussi d'évaluer justement l'efficacité de ces dispositifs. Donc juste pour vous partager quelques éléments sur la phase d'étude et comprendre un peu où on en est arrivé, l'idée de la phase d'étude, c'était d'essayer de comprendre qu'est-ce qui permettait, ou en tout cas qu'est-ce qui faisait qu'effectivement des personnes s'engageaient, d'autres s'engageaient moins, etc. Et ça permettait d'identifier un certain nombre de dimensions psychologiques qui sont assez déterminantes dans les questions de mobilisation sociale. Donc à la fois tout ce qui tourne autour des représentations, donc ce qu'on appelle vraiment les représentations sociales, c'est-à-dire quelle est la perception du risque de maladie, quelle est la perception de l'espèce, comment est vu le moustique tigre, quelles sont les croyances qu'il y a autour, etc. Aussi sur des aspects de dynamique collective, c'est-à-dire aujourd'hui, comment est perçue cette mobilisation? Est-ce que les gens ont le sentiment d'être un peu seuls à s'engager? Est-ce qu'ils ont l'impression que plein de gens s'engagent, que les pouvoirs publics s'engagent aussi sur cette question, etc. Donc ce qu'on appelle un peu la norme sociale, c'est-à-dire vraiment comment tout ça se construit, les enjeux aussi socio-économiques, et de quelles conséquences ça a aussi sur les territoires, et ce besoin peut-être qu'on avait identifié de se dire comment on décline des actions, comment on pense des actions un peu différemment, parce qu'on sait
que tout le monde n'en est pas au même niveau. Il y en a qui se posent pas la question, il y en a qui se disent qu'effectivement ça pourrait être important de s'engager, d'autres qui sont déjà passés à l'action, etc. Et puis la question du risque. Est-ce que le risque de maladie est vraiment perçu? Quelle est aussi la perception des gestes qui sont demandés? À quel point est-ce qu'ils sont perçus comme efficaces, etc. Et tout ça, on est aussi allé le confronter, du coup, aux habitants, aller questionner des habitants pour essayer de comprendre justement qu'est-ce que eux mettaient derrière la question du moustique tigre. Et ça a permis de faire remonter beaucoup d'informations très différentes, des questions aussi, notamment sur les nuisances, c'est-à-dire qu'on le voyait assez fortement. C'est pas tant le risque sanitaire qui pose question que en fait les nuisances qui sont perçues. Mais voilà, les intervenants avant l'ont évoqué, la question des apéros, etc. Le risque qui, lui, est extrêmement peu perçu, en tout cas, il est perçu comme assez peu probable. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est la question des représentations liées au moustique tigre. Et en fait, ce qu'on a remarqué et ce qui est ressorti, c'est que il y a à la fois une question un peu de méconnaissance du sujet, c'est-à-dire où est-ce qu'ils vivent, comment ils se reproduisent, quels sont leurs comportements, etc. Mais il y avait surtout une attitude, un lien au moustique tigre qui lui attribuait vraiment une intention un peu de nuire, et ça ressortait dans les discours. Vous avez quelques verbatims à côté qui étaient vraiment cette idée de discours un peu de guerre. C'est des moustiques qui nous en veulent, ils nous envahissent, il faut qu'on les traque, etc., etc. Donc ça renvoyait vraiment à quelque chose qui avait davantage attrait à des questions d'extermination plus qu'à des questions d'adaptation. Donc on a vite remarqué que c'était assez peu adapté à effectivement se protéger, vu qu'il y avait cette idée de il faut l'éradiquer. Donc les gens nous racontaient, on s'attend à ce qu'il y ait des personnes en combinaison de cosmonautes qui arrivent, qui mettent du produit de partout pour tout tuer, etc. Et puis le dernier point qui semble important, c'est justement cette question de mobilisation sociale, c'est que globalement c'était vraiment perçu comme étant insuffisant, à la fois à un niveau individuel, les gens se sentaient seuls à s'engager, par exemple à l'échelle d'un quartier, ils disaient oui mais moi mon voisin fait rien, etc. Peut-être des choses que vous rencontrez, et puis aussi au niveau des pouvoirs publics, c'est-à-dire les personnes qui pouvaient avoir l'impression que les pouvoirs publics s'engageaient peut-être pas forcément parce que l'action des pouvoirs publics n'était pas visible dans l'espace, était pas voilà, quand ils venaient par exemple démoustiquer un endroit ou des choses comme ça se savait pas, ça se voyait pas, et du coup ça créait un peu ce sentiment vraiment de délaissement et presque du coup de désespoir. De toute façon il y a rien à faire, la situation évolue pas, etc. Et du coup, tout ça, ça a amené à identifier un ensemble un peu d'enjeux et de se dire, il y a des enjeux effectivement de cette question de la représentation du moustique tigre. Et on l'a vu, vous avez quelques exemples à côté, par exemple dans la communication qui était faite, ça évolue beaucoup sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, qui était vraiment dans cette logique un peu guerrière des moustiques dans des cibles, etc. Et qui du coup était assez peu adapté à cette idée de devoir s'adapter, de devoir se protéger, de devoir du coup réaliser un certain nombre de gestes de prévention, et puis ce sentiment vraiment assez fort que c'était quelque chose d'assez insurmontable, que les gestes étaient compliqués, qu'il fallait les répéter, qu'ils n'étaient pas forcément extrêmement efficaces, et qu'en plus les personnes avaient vraiment ce sentiment d'être seules dans la réalisation des gestes, et du coup l'efficacité perçue des gestes était relativement faible. Donc ça a mis en évidence un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de principes, et c'est ce qui nous a permis, du coup, d'élaborer des stratégies en se disant, bah voilà, si on doit attaquer le problème, si on doit imaginer des nouvelles formes d'action, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est à partir de ça qu'on a réfléchi. Donc on a identifié différents axes, la question de la mobilisation sociale, et j'y reviendrai plus en détail après, la question des contacts aussi avec la population. C'est-à-dire comment peut-être on cible un peu mieux certains contacts, on améliore par exemple le type de feedback qui est donné aux personnes une fois qu'elles se sont engagées, on fait des retours sur bon bah voilà toutes les actions qui ont été menées, voilà ce que ça a permis d'atteindre, etc. Et puis surtout, et c'est là qu'on avait identifié une marge de manœuvre assez forte, c'était cette idée de la question n'était pas tant la sensibilisation que la question du passage à l'action. C'est-à-dire que la plupart des gens avaient effectivement conscience que c'était un problème, avaient conscience d'un certain nombre de risques et de problèmes qui étaient liés à la présence du moustique tigre, mais la question du passage à l'action posait le plus de problèmes. Et donc c'est aussi cette idée de dire comment on arrive à ritualiser ce passage à l'action, à ritualiser effectivement la réalisation des différents gestes, d'aller vider les coupelles des pots de fleurs, de faire attention à l'eau qui stagne, etc., etc. Et puis il y avait d'autres aspects aussi, cette question de l'engagement, comment est-ce qu'on essaye de justement créer un engagement un peu durable, et du coup comment on incite les acteurs à s'engager un peu fortement sur le sujet et surtout à ce que ce soit visible.
Et c'est ces différentes stratégies qu'on a prises et qu'on a essayé de transformer en action, qui a donné lieu à 2 actions. La première, qui est une sorte de kit un petit peu, qui était distribué aux habitants, où l'idée c'était vraiment de travailler cette question du passage à l'action, d'aider aussi à rendre visible l'engagement des personnes dans la réalisation des gestes, et puis de les aider à s'organiser, de les aider à planifier les gestes, à identifier les périodes dans lesquelles il fallait les réaliser, à tenir compte des périodes de pluie, etc. Et puis à essayer de transformer cette image du moustique tigre, c'est-à-dire passer de cette logique un peu guerrière à une logique plus d'adaptation, donc de vraiment travailler la représentation un peu mentale de l'espèce en la rendant entre guillemets un peu plus amicale, en se disant bah voilà, il faut plus l'exterminer, il faut qu'on apprenne à vivre avec, qu'on fasse attention, etc. Et du coup, dans ces dispositifs, on est venu y intégrer un ensemble de leviers. Vous en avez quelques-uns là, la question de la norme sociale, c'est-à-dire comment on développe ce sentiment que plein de gens effectivement se sont engagés ou vont s'engager, la question de la planification, de la facilitation, etc. Et puis une question d'engagement, c'est-à-dire que ce kit, il était remis en échange de la signature d'une charte où les personnes s'engageaient effectivement à réaliser un certain nombre de gestes qui correspondaient donc aux gestes de prévention. Donc là, vous l'avez juste voilà, un peu plus grand. Il y avait à la fois cette idée d'un calendrier qui permet de suivre la réalisation des gestes, éventuellement les périodes de pluie. Il y avait un certain nombre de documents aussi, plus d'informations qui visaient à expliquer et à travailler la question des connaissances. Il y avait cette idée d'un stickers comme c'était inspiré par exemple de ces démarches de voisins vigilants, etc., de dire bah en fait les gens qui s'engagent, ils ont un objet, ils ont un outil qui permet effectivement de rendre visible cet engagement. Donc par exemple un sticker, ça collait sur une boîte aux lettres et puis vous voyez à droite au milieu cette charte qui était proposée à la signature en échange de la remise du kit. Et tout ça, ça a été accompagné d'une deuxième action qui était cette idée de rendre visible l'action des pouvoirs publics et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes l'action de l'EID en se disant bah quand une zone est traitée, soit par des actions de porte-à-porte pour de la sensibilisation, soit parce qu'il y a une démoustication, d'avaloir ou de choses comme ça, et bah de laisser une trace de ce passage directement dans l'espace public. Donc c'est le petit support que vous voyez sur la droite qui était du coup accroché autour de poteaux ou de choses comme ça, et où l'idée c'est vraiment de travailler ce qu'on appelle cette norme de réciprocité, c'est-à-dire en tant que pouvoir public, on a fait notre part du travail, maintenant c'est à vous en tant qu'habitants de s'engager, et donc de vraiment montrer l'action un peu commune des deux acteurs, et que tout le monde a un rôle à jouer là-dedans, donc aussi travailler cette forme de responsabilisation. Donc c'est ces 2 actions qu'on a testées, et pour tester ces actions, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a déployées très concrètement sur des territoires du département de l'Isère. Donc on a identifié des zones relativement similaires, avec toutes les évidemment différences qu'il peut y avoir, parce qu'on ne peut pas toujours être dans les choses similaires, mais en termes par exemple de typologie de population, de surface, de type d'habitation, etc. Et de se dire, bah, on va prendre une zone dans laquelle on va effectuer une mesure où on fait rien de plus que ce qui se passe d'habitude. Donc, par exemple, les interventions à domicile des agents de l'EID. Et puis, on va prendre une zone où on va déployer effectivement les dispositifs. Donc, on va aller distribuer le kit aux habitants, on va aller mettre ces traces de passage dans l'espace public quand effectivement il y a un traitement qui est fait, et puis on va aller mesurer ça à la fois d'un point de vue comportemental avec le déploiement de pièges qui permettait d'évaluer la présence effective du moustique tigre, et puis dans une enquête face à face où on est allé faire passer un questionnaire aux habitants pour essayer de saisir justement ces changements un peu plus cognitifs et psychologiques sur les leviers que je vous ai évoqués, c'est-à-dire est-ce que les gens ont plus le sentiment que d'autres s'engagent, est-ce qu'ils se sentent plus en capacité de passer à l'action, de réaliser les gestes, est-ce que ça leur paraît plus efficace, etc. Et tout ça, ça nous a permis de l'évaluer et de voir que cette question de la mobilisation sociale et le déploiement de cet outil sur le territoire a permis d'avoir des effets assez significatifs sur tout un tas de dimensions psychologiques qui sont assez déterminantes dans ces questions de mobilisation. Donc à la fois cette idée de norme sociale, c'est-à-dire les gens avaient beaucoup moins le sentiment d'effectivement être seuls dans la lutte contre le moustique tigre. Ils avaient aussi le sentiment que beaucoup plus de choses étaient faites, à la fois à leur niveau, par les autres habitants, mais aussi par les pouvoirs publics. Et on a aussi vu une augmentation des interactions sociales, notamment avec les voisins,
c'est-à-dire la proportion de personnes qui effectivement allaient aborder le sujet avec les voisins était significativement plus importante là où on avait déployé ce petit kit avec les stickers, etc. Et puis dans le même temps, on a vu une augmentation du sentiment de capacité, c'est-à-dire par sentiment de capacité, on entend vraiment cette question de est-ce que je me sens capable de le faire d'un point de vue psychologique, est-ce que j'ai le sentiment de pouvoir de pouvoir le réaliser. Et là aussi, on a vu une augmentation assez significative qui souligne du coup le potentiel de ce type de dispositif et de ce type d'action pour effectivement enclencher des dynamiques de mobilisation sociale, commencer à enclencher des interactions et soutenir du coup l'action des habitants, notamment aussi en rendant visible du coup l'action des pouvoirs publics qui a permis d'assez significativement de diminuer ce sentiment un peu de délaissement et d'être seul à agir qui, par effet un peu mécanique, augmente aussi l'importance perçue du sujet. C'est-à-dire, comme j'ai l'impression que les pouvoirs publics s'en emparent, effectivement, je pense que c'est un sujet important. Et puis, dernier point, vous le voyez sur le graphique qui est tout en haut, c'est le nombre de moustiques capturés par les pièges où c'est assez difficile à interpréter, c'est-à-dire est-ce que vraiment le niveau de moustique tigre a baissé, c'est difficile à interpréter. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit sur les courbes, c'est que dans la zone de test, donc qui était le Versou, le niveau ou le nombre de moustiques tigres est tout au long de la période un petit peu en dessous de l'autre territoire sur lequel on n'a pas testé. Donc ça souligne vraiment ce potentiel de mobilisation. Et puis je terminerai juste sur une dernière chose pour dire que tout ça, ça s'inscrivait aussi du coup dans une idée de plan d'action sur plusieurs années, justement pour traiter aussi tout ça, c'est-à-dire une fois qu'on a fait le passage à l'action, comment on accompagne la suite, comment on garde un peu et on maintient cet engagement dans le temps, donc avec tout un tas d'actions qui étaient envisagées pour permettre justement cette mobilisation un peu durable. Voilà ce que je voulais vous partager sur ce sujet. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience particulièrement intéressant de convoquer aussi les sciences sociales et comportementales sur ce sujet-là, sur l'action publique locale en général. Donc je vous propose de passer au temps de l'échange et des questions. D'abord, je voudrais simplement partager une remarque d'une auditrice qui regrette qu'il n'y ait pas d'outils communs au niveau national et que chaque territoire fasse son propre guide, sa propre affiche. C'est pas faux. Maintenant, c'est des outils, notamment le guide qu'a produit Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un guide qui peut tout à fait être utile pour d'autres collectivités hors Auvergne-Rhône-Alpes. Sachez aussi que sur tous les sites des ARS, vous avez une rubrique moustique tigre sur laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble des outils qui sont créés ou des dispositifs qui existent, des outils qui sont créés dans la région et des dispositifs qui existent. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font dans chaque région, mais en tout cas, elles peuvent être mutualisées assez facilement et réemployées dans d'autres régions. Voilà ce que je voulais dire. Juste pour compléter, Monsieur Vescovi, il y a des auditeurs qui demandent si le kit il est disponible et s'il est téléchargeable. Et s'il ne manquerait pas dans votre kit aussi un genre de récompense. Alors sur la disponibilité, il y a un travail en cours pour justement l'adapter un petit peu pour permettre la massification. Parce que en l'état, c'était pas forcément quelque chose d'industrialisable tel quel. Donc il y a tout un travail qui est en train d'être fait justement pour voir comment on l'adapte et comment on permet cette diffusion un peu plus large. Et sur la question des récompenses, c'est effectivement ce que j'évoquais, cette idée de plan d'action, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a ce passage à l'action, comment on accompagne le maintien de la mobilisation, notamment au travers de toutes ces questions de feedback, de retour sur ce qui est fait et sur les bénéfices un peu qu'on peut gagner de ces actions-là, et sur effectivement la ritualisation de la communication, sur la ritualisation du déploiement, etc. Donc pas tant par une récompense un peu directe, ça avait été envisagé, mais on sait que le problème de la récompense, c'est qu'une fois qu'on l'enlève, le comportement a tendance à disparaître parce que ça crée une motivation qu'on appelle extrinsèque. Donc l'idée, c'était comment on travaille cette motivation un peu plus interne à effectivement s'engager dans le long terme. Donc ça fait l'objet de réflexion et de voir comment on peut, voilà, notamment en fin de saison,
donner ce feedback pour permettre de développer un peu cet engagement. Merci beaucoup. Alors, il y a eu pas mal de questions il y a eu pas mal de questions globalement sur le moustique tigre, sur ses prédateurs. Je vais en poser pas mal et puis je pense que vous pouvez plus ou moins tous répondre, donc je laisserai qui veut prendre la parole. D'abord, une question qui a été pas mal plébiscitée sur le retour de la nature en ville avec son cortège d'espèces éventuellement prédatrices. On évoqué les mésanges, les chauves-souris. Est-ce que cela permettrait de limiter les populations de moustiques? Et est-ce que ça peut être une stratégie complémentaire? Monsieur Fontenay, vous avez votre micro coupé. Ouais. Donc, du coup, je peux peut-être commencer à répondre. C'est une excellente question. Pour les prédateurs de moustiques, il y a les prédateurs des moustiques qui sont dans l'eau, les larves, et les prédateurs des moustiques qui sont adultes dans l'air. Les moustiques qui sont adultes dans l'air, ils sont actifs pendant la journée, mais pendant la nuit, ils se reposent quelque part. Donc, les chauves-souris sont actifs pendant la nuit et les moustiques, ils volent plutôt pendant la journée. Donc, les chauves-souris, probablement pour Aedes albopictus, ça joue peu. Pour des moustiques nocturnes, oui, bien sûr. Les mésanges, alors du coup, oui. J'espère que les mésanges mangent autre chose que des moustiques. Elles n'ont pas attendu les moustiques pour ça. Les moustiques sont des composantes des chaînes alimentaires, il n'y a aucun doute. Le moustique tigre, beaucoup moins, parce que, c'est une espèce invasive, et donc les prédateurs de moustiques ont survécu jusqu'à présent sans le moustique tigre. Ça fait un truc en plus à manger. Donc il ne faut pas confondre, je vous ai dit, il y a 3600 espèces de moustiques, c'est pas du tout la même chose dans les zones humides en Camargue où ce sont des moustiques parfaitement installés dans les écosystèmes et les chaînes alimentaires et une espèce invasive. Donc là, la conclusion, c'est que le moustique tigre, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, intervient relativement peu dans les chaînes trophiques. Merci beaucoup. D'autres compléments ou on passe à la question suivante? Oui, si je peux me permettre pour compléter les propos de Monsieur Fontenil, il faut faire une distinction entre les moustiques, qui est un terme générique qui englobe une diversité extrêmement forte, comme l'a souligné Monsieur Fontenil, 3600 espèces à peu près décrites dans le monde, du moustique tigre. Et quand on organise des plans de lutte contre les moustiques, on raisonne toujours en termes d'espèces. On raisonne jamais en termes de groupe moustique. Et pour le moustique tigre, donc c'est un moustique qui est diurne, donc on peut évacuer la prédation par les chauves-souris, évidemment, mais également par d'autres prédateurs, parce que c'est un moustique également urbain, typiquement urbain, de zone urbaine. Et souvent, on a la question des chauves-souris, mais on a également la question des hirondelles. Et les hirondelles, jusqu'à preuve de contraire, elles chassent pas en zone urbaine au milieu des voitures et des maisons. Elles ont plutôt un comportement de chasse qui va s'effectuer sur des zones ouvertes, type des prairies, des grands plans d'eau, mais jamais en plein centre urbain. Donc la prédation par les hirondelles, on peut également l'évacuer comme pour celle des chauves-souris. Par contre, il est vrai que d'autres petits passerons insectivores qu'on va retrouver dans nos zones urbaines, comme les mésanges, peuvent exercer une prédation sur le moustique tigre. Ok, merci. Alors, d'après ce que je comprends, une question qui est un peu, qui est un peu semblable, enfin qui est liée. Est-ce qu'il n'y a pas des risques à faire circuler des parasites des moustiques pour évoquer les nématodes? N'y a-t-il pas un risque de parasiter également d'autres races de moustiques et insectes? Oui, absolument. Il y a un risque et donc il faut le mesurer et le calculer. Et c'est pour ça que les chercheurs qui travaillent là-dessus cherchent des pathogènes de moustiques tigres et non pas des pathogènes de moustiques ou encore moins des pathogènes d'insectes. Si on veut remplacer des insecticides qui sont pas très spécifiques et qui tuent beaucoup d'insectes, insecticides, c'est pas pour avoir la même chose avec des outils de lutte biologique. Donc il y a des travaux sur les nématodes dont j'ai parlé, sur les champignons et sur les insectes. C'est plutôt prometteur avec les insectes qu'on appelle les virus qu'on appelle densovirus. C'est encore au stade de la recherche, mais il y a des densovirus qui sont vraiment spécifiques de certaines espèces de moustiques. Après, on va pas les distribuer partout, c'est ce qu'a dit Christophe. Si on s'attaque aux moustiques tigres, on va juste les utiliser là où il y a du moustique tigre. Et si on s'attaque aux larves de moustiques tigres, on mettra dans les
collections d'eau où il y a des larves de moustiques tigres. Donc c'est simplement de la lutte raisonnée, mais la question est très pertinente, il faut y réfléchir en avant, bien en amont. Des compléments ou c'est bon pour vous? Alors, il y a donc, oui, la question des moyens de Il y a un lutte de type complément, plutôt. Ah, j'ai un pardon, complément. je n'ai pas vu. En fait, on a parlé des prédateurs des moustiques tigres adultes, mais on n'a pas parlé des prédateurs au niveau des larves. Et il y a des choses qui reviennent très fréquemment. Il faut pas oublier que en zone urbaine, même dans son espace naturel, le moustique tigre, c'est une espèce de contenant, de creux, de contenant. C'est pas du tout une espèce de moustique qui va exploiter les milieux naturels tels que les mares ou les plaines inondables. Donc, moustique tigre ne colonisant pas les mares, tous les prédateurs qui se trouvent dans les mares, les prédateurs aquatiques, ne peuvent pas exercer une prédation sur les larves de moustique tigre. Tout simplement parce que les larves de moustique tigre sont absentes de ces biotopes. Donc ça aussi, c'est une notion à intégrer. D'accord, parce qu'il y a une personne justement qui demandait s'il y avait si l'impact des biocides sur la ressource aquatique était étudié. D'après ce que je comprends, la question se pose pas vraiment pour le moustique tigre. Alors pour le moustique tigre, non, mais par contre, elle va se poser pour d'autres espèces de moustiques. Oui, évidemment. Et donc, est-ce qu'il existe des études? Oui. Et après, c'est juste que ça dépend aussi de quel type de biocide on parle. C'est-à-dire que là, on parle de la question des larves, mais si on parle de la lutte contre les adultes, les négatifs potentiels des produits qu'on utilise pour la lutte contre les adultes sont connus sur la faune aquatique. Et c'est d'ailleurs justement ce qui fait qu'on a des zones d'exclusion de traitement à proximité des plans d'eau pour éviter les impacts sur la faune aquatique dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a des sensibilités particulières chez l'homme selon l'âge et le sexe? C'est une question récurrente. On rencontre des gens qui disent « moi je suis beaucoup piqué, moi je suis jamais piqué », etc. Oui, et personne ne va pouvoir vous les expliquer correctement, même si certains revendiquent de pouvoir le faire. On observe des différences en fonction de l'âge, en fonction probablement du sexe, mais de l'état physiologique, de son état de propreté, etc., etc. Donc il y a les moustiques qui reconnaissent à peu près 200 odeurs différentes. Les plus connus, c'est le dioxyde de carbone, c'est l'acide lactique, l'octanol, etc. Mais les animaux, les humains, produisent toutes ces odeurs-là. Donc oui, il y a des différences. À ma connaissance, c'est absolument impossible de dire à l'avance qui va être plus piqué et qui va être moins piqué. Et ça peut varier au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours de la vie et en fonction de son état physiologique. Merci. Vous avez des compléments? Non. Très bien. Il y a aussi de demande d'explication sur le fait que pourquoi toutes les espèces de moustiques ne transmettent pas de maladies et comment explique-t-on que certains parasites sont transmis par certaines variétés de moustiques et pas par d'autres qui sont pourtant piqueurs? Donc, j'irai rapidement là-dessus. Normalement, la règle à retenir, c'est que si on prend une espèce donnée de moustique et une espèce donnée d'agent infectieux, ça ne va pas marcher. Ce qui est sélectionné au cours des milliers, des millions d'années d'évolution, ce sont des couples, agents infectieux donnés, moustiques donnés. Par exemple, pour la dengue dont on a parlé, sur les 3600 espèces de moustiques, il y en a environ une dizaine qui sont capables de transmettre le virus de la dengue à l'homme. Donc ça veut quand même dire que 3590 ne vont pas transmettre. Ils ne vont pas transmettre soit parce qu'il n'y a pas le contact avec les humains, soit parce que physiologiquement, le moustique est incompétent à transmettre. Il n'a pas les récepteurs pour accrocher et multiplier le virus, ou il a un système immunitaire qui permet de contrôler le virus. Ça existe aussi. Donc, ont été sélectionnés au cours de l'évolution des couples infernaux comme ceci, où ça marche, et c'est ce que nous voyons. Tout ce qui n'a pas marché, on ne le voit pas.
on ne voit que ce qui fonctionne. Les plasmodiums sont transmis par les anophèles. Le virus West Nile, dont on va parler bientôt, compris à Paris, sont transmis par les culex. Les virus de la dengue, Zika, chikungunya sont transmis par des Aedes qui piquent l'homme. Et ça, c'est pour les moustiques. Les leishmanies sont transmis par les phlébotomes. La maladie de Chagas est transmise par des punaises, etc. Donc, il y a une immense spécificité, agents pathogènes, vecteurs, hôtes vertébrés. Très bien, merci. Alors, une autre question sur l'espèce moustique tigre est-elle susceptible d'entrer en concurrence avec des espèces autochtones? Et oui, allez-y. Monsieur Bellé, votre micro est fermé. Alors, j'aurais tendance à dire non. Pourquoi non? Tout simplement parce que par rapport aux gîtes larvaires qui sont exploités par cette espèce, souvent il n'y a pas d'espèce autochtone qui va les exploiter. Donc il va utiliser des niches écologiques qui sont souvent, alors c'est pas du 100%, mais souvent des niches écologiques qui sont pas exploitées par nos espèces locales. Même si parfois il peut se retrouver dans certaines niches, je pense notamment à tout ce qui est bidon de recueil d'eau, en présence d'autres espèces, comme certaines espèces de culex, ou certaines espèces d'anophèles, comme l'a souligné Monsieur Fontenil. Donc on n'a pas observé de remplacement de ces populations autochtones par le moustique tigre lorsqu'elles cohabitent. Par contre, c'est clair qu'il va exploiter des niches écologiques qui sont pas exploitées par d'autres espèces. Très bien, merci beaucoup. Alors, peut-être une question pour Monsieur Taravella. Est-ce qu'on pourrait avoir un retour sur le site signalement moustique tigre, notamment le nombre de signalements? Alors, le site signalement moustique tigre, alors bon, moi, pour ma part, je n'ai accès qu'au volume pour l'Île-de-France, mais en 2022, nous, on a reçu 550 signalements sur la région de particuliers, dont la moitié à peu près se sont révélés être positifs pour le moustique tigre. Donc, ce qu'on remarque au travers des années, c'est que le moustique est de mieux en mieux reconnu par la population. Avec un astérisque à ce chiffre qui est que nous on reçoit pour traitement les signalements qui proviennent de communes où ne sont pas encore considérés comme colonisés, parce que l'objectif de ce signalement c'est de servir de première alerte. Mais on a un comptage en parallèle, donc on sait que parallèlement on a reçu à peu près 1 millier de signalements sur la région de territoires déjà colonisés où les personnes ont souhaité signaler la présence du moustique tigre. Donc en tout cas, ce qui en ressort, c'est que cette plateforme est utilisée. Il ne faut pas douter que du fait que nous, on reçoit les signalements et qu'on les traite. Et c'est très généralement, d'ailleurs, vraiment la première alerte et le premier moyen de détection du moustique tigre sur un territoire, bien avant le réseau de surveillance par piège, puisque l'inconvénient du réseau de surveillance par piège, c'est qu'il faut que les densités de moustiques localement soient déjà suffisamment importantes pour que le piège soit choisi comme gîte de ponte plutôt que d'autres gîtes à proximité. Je me permets de rebondir du coup sur cette question de pièges. Il y a une personne qui demande si les kits de piégeage des moustiques tigres sont très spécifiques. Ou n'y a-t-il pas de risque de limiter involontairement la population d'autres insectes? Je vous vois sourire, Monsieur Fontenay. Raphaël va répondre, je pense. Alors, ça dépend évidemment des types de pièges utilisés. Alors, sur les pièges pondoirs, normalement non, parce qu'en plus on est sur une typologie de pièges qui la spécificité du moustique tigre, c'est qu'il pond sur des surfaces sèches, mais qui sont susceptibles d'être humidifiées. Donc en fait, donc il y a vraiment que le moustique tigre qui va utiliser ce type de piège-là. Bon, après il y a les pièges avec des appâts
par CO2 ou autres qui vont attirer plusieurs espèces. En fait, faut se dire qu'un piège n'est pas, n'est pas omnipotent en termes d'attraction. Ça va dépendre du gîte normal de ponte du moustique. Est-ce qu'il a l'habitude de pondre dans des petites collections d'eau ou est-ce que c'est plus grandes étendues? Ça va dépendre de son mode de ponte aussi. Est-ce qu'il pond sur les surfaces sèches ou est-ce qu'il pond sur l'eau directement ou à proximité? Donc, de toute manière, on ne touchera pas toutes les espèces et comparativement à la profusion de gîtes de développement de moustiques par ailleurs, je pense vraiment pas qu'on puisse dire que ça puisse impacter les populations de moustiques de façon globale. Et c'est d'ailleurs ce que mettait aussi en évidence l'ANSES dans une étude récente sur l'évaluation des stratégies de piégeage, en disant que ça peut pas être utilisé comme un moyen de lutte, parce que ça peut pas servir à diminuer les populations de moustiques, parce que voilà, ça n'a pas un pouvoir attractant suffisant. Pour la surveillance, c'est bien. Pour savoir ce qu'on a autour de chez soi, c'est bien, mais ça peut pas servir de moyen de lutte en tant que tel. Merci beaucoup. Je vois que la population d'auditeurs ne diminue pas trop, donc je vous propose de continuer un petit peu au-delà de 15h30 pour les questions parce qu'il y en a beaucoup. Il y a une question donc sur la situation francilienne. Sur la carte de l'Île-de-France, on note une concentration au centre, en zone urbaine. Bon, on l'a dit, c'est un moustique qui est bien, qui est un moustique citadin et peu en périphérie rurale. Est-ce qu'il y a une explication hormis son appétence pour la ville? De Taravella, peut-être, ou vous nous entendez? Bah, je pense, en tout cas, ce qui peut nous l'expliquer chez nous, dans le centre de Paris, la région Paris et Petite Couronne notamment, euh, il y a plusieurs aspects. Alors, premièrement, il y a le fait je pense qu'on a pas mal de la population qui était susceptible d'importer du moustique avec elle, qui en fait habite ces zones, donc qui a pu y amener. On a là un nœud de communication très important entre les réseaux ferrés, aériens, de bus, de transfert de fret. On peut penser notamment au marché international de Rungis, aux aéroports. Donc, beaucoup de moyens de faire venir le moustique sur la région qui se concentre à cet endroit-là. Et ensuite, ce qu'on disait, hein, la densité urbaine qui fait qu'il y a une grande disponibilité en gîtes d'origine humaine sur le territoire, ce qui facilite son développement localement. Alors que plus on va s'éloigner sur les extérieurs de la région, plus on va avoir entre guillemets des barrières naturelles qui vont se former par les forêts ou par les zones agricoles et les plaines, qui vont in fine freiner le développement du moustique, en tout cas sa capacité de se rendre d'un point à un autre. Donc je pense c'est une combinaison de ces facteurs et notamment de la très forte densité en gîtes potentiels qu'offre le cœur urbanisé de la région. Merci beaucoup. Alors, je pense aussi que c'est une question qui vous est destinée, Monsieur Taravella. Est-ce que vous travaillez avec des associations de style LPO, donc Ligue de protection des oiseaux, et CPN pour la protection des animaux insectivores et pour favoriser leur habitat? Alors non, effectivement, aujourd'hui, on ne travaille pas avec ces associations. C'est vrai que c'est pas aujourd'hui un axe qui est dans une logique d'essayer de travailler au maximum avec les collectivités sur l'aménagement du territoire. Un autre aspect qui touche également, le fait que ce qu'on disait globalement sur la question de la lutte à travers les espèces prédatrices, c'est qu'in fine, dans un but de lutte antivectorielle, de prévention des maladies, ce ne sont pas au final des moyens de lutte que nous on peut déployer en urgence pour faire du contrôle de population de moustiques. C'est vrai que ce sont des moyens, l'efficacité doit être évaluée, mais qui permettent de réduire sur des périodes plus longues les densités de moustiques, plutôt réduire son aspect nuisant. Et encore, ça reste, il faut voir le niveau d'efficacité qu'on peut obtenir. Mais nous, dans un objectif de
de prévention d'une transmission vectorielle, on va avoir besoin d'une mesure d'intervention qui permet une réduction rapide et drastique de la population de moustiques autour d'un cas humain. Et donc, ce qui fait qu'on passe aujourd'hui principalement par des traitements chimiques et qu'on essaie de voir pour la suite si les techniques, notamment de la technique de l'insecte stérile qui a été évoquée, permettra d'obtenir peut-être pas un résultat suffisant, mais en tout cas une technique complémentaire dans ce cadre-là. Donc c'est vrai que de fait, pour nous, ça n'est pas vraiment c'est pas une approche qui répond nécessairement à un besoin pour nos capacités d'intervention. Donc c'est pas un aspect qui a été développé jusqu'à maintenant. Après, c'est une problématique qui prend de l'ampleur sur la région. On essaie d'y associer de plus en plus d'acteurs et donc on arrivera peut-être dans un futur relativement proche à associer également ce type d'association. Tout à fait, dans le plan régional santé-environnement, par exemple, Voilà, pour développer les actions de prévention, c'est un appel du pied. Je me permets de rebondir parce que vous avez abordé aussi la question de la stérilisation. Il y a une auditrice qui demande si on a un retour sur l'efficacité des lâchers de mâles stériles à La Réunion. Oui, je vais répondre. Oui, on a un retour très précis puisque la phase 2 de l'étude s'est terminée en 2022 sur une surface de 22 hectares plus 2 fois 20 hectares témoins. Donc c'est très positif, mais insuffisant si je résume. Donc c'est-à-dire que la fertilité des moustiques, on stérilise, donc la productivité des moustiques a diminué de 50 à 60% selon les endroits, c'est-à-dire en gros les populations ont diminué d'autant. Pourquoi elles n'ont pas diminué plus? Probablement parce que la zone d'intervention était trop petite. 20 hectares, c'est pas suffisant. Les moustiques volent, se déplacent, recolonisent. Et donc sur des surfaces plus grandes, l'efficacité serait supérieure, sensiblement supérieure. Et par ailleurs, les recherches continuent activement, et pas seulement en France, mais également en France, dans le sud de la France métropolitaine et à l'île de la Réunion et bientôt en Guadeloupe, sur la technique d'insectes stériles en l'améliorant. C'est-à-dire que la technique qui a été utilisée à l'île de la Réunion, c'est la technique basique, stérilisation au rayon X, et on peut être plus efficace avec ce qu'on appelle une tisse améliorée, une tisse technique, la tisse boostée. Je rentre pas dans les détails, mais moi je suis extrêmement optimiste. C'est très spécifique puisqu'on ne lâche que des mâles de la même espèce stérilisés, et donc là on n'a aucun impact écologique, environnemental négatif. Sauf si on considère que le moustique tigre, espèce invasive, est devenu absolument nécessaire à nos écosystèmes français, ce que je ne crois pas. Donc il est probable que la technique TIS se développe en France métropolitaine très rapidement. Il y a des initiatives en ce moment en Occitanie qui sont en train de se mettre en place. Et probablement en Auvergne-Rhône-Alpes très rapidement. Alors, je me permets de poser une question parce qu'elle a été posée plusieurs fois dans le chat. Existe-t-il des études scientifiques en milieu urbain sur les espèces d'oiseaux qui peuvent être utilisées pour lutter contre les moustiques adultes? On a parlé de ça tout à l'heure. Ce genre d'études, il faudrait le faire, c'est très compliqué. Il faut regarder l'alimentation des oiseaux. Donc, personnellement, je n'en connais pas. J'en profite pour faire un petit aparté parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur les villes vertes et la biodiversité en ville d'une certaine manière. Il y a un programme qui est en train qui existe déjà, mais qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est le programme, c'est végétalisation des villes et risques vectoriels. Donc, on peut penser que c'est paradoxal. Il faut absolument végétaliser les villes. Toutes les villes ont des plans de végétalisation avec raison pour diminuer les îlots de chaleur, pour la qualité du bien-être des habitants et puis pour plein d'autres raisons. La question qu'il faut absolument se poser, c'est que est-ce qu'on risquerait pas de compromettre cette dynamique vertueuse avec des effets adverses type maladie vectorielle? Est-ce qu'on va pas avoir plus de tiques, par exemple, de rongeurs, de tiques qui transmettent la borréliose de Lyme ou des encéphalites
dans des villes vertes, dans des parcs ou dans des couloirs, dans des corridors verts? Est-ce qu'on va pas avoir plus d'oiseaux? Je réponds à la question sur les oiseaux. Si on augmente la biodiversité des villes en termes d'oiseaux, est-ce qu'on va pas introduire plus de virus West Nile ou permettre au virus, qui est un virus d'oiseau mais transmissible à l'homme et pathogène pour l'homme, qui donne des encéphalites transmises par les moustiques? Donc c'est des vraies questions et honnêtement, les scientifiques n'ont pas les réponses pour le moment. C'est pour ça qu'il y a des programmes de recherche pour voir les effets positifs en termes de maladies vectorielles de la végétalisation des villes, et s'il y avait des effets négatifs, de les anticiper et de les contrôler en amont, de manière à ne pas compromettre précisément la végétalisation des villes. Donc vous voyez, ce sont des problèmes très complexes, et c'est bien de les aborder et d'en parler, parce que ce qui est dogmatique n'est jamais très bon. Il faut savoir prendre en compte la diversité et la biodiversité du vivant. Et les parasites, les virus, les vecteurs font partie de la biodiversité. Merci beaucoup. Oui, en effet, ça a été pointé plusieurs fois dans le chat. En effet, cette idée entre le paradoxe entre végétaliser la ville, la rafraîchir et puis en même temps favoriser la prolifération potentielle du moustique tigre. C'est une vraie question. Je me permets de vous demander une précision. Le programme dont vous parlez, c'est un programme de recherche? C'est un programme de recherche qui est conduit avec la métropole de Montpellier et la ville de Toulouse, et associant des urbanistes, des architectes, des écologistes, des entomologistes, etc., des vétérinaires, pour essayer de voir un petit peu, essayer d'appréhender ces impacts. On appelle ça des externalités négatives, mais voilà. Et donc, du coup, il est probable que ce programme de recherche n'apportera des résultats que dans 2 ans, probablement. Mais rien n'empêche de le démarrer ailleurs. Alors, peut-être une dernière question, même s'il y en a encore beaucoup, mais on vous répondra on fera je demanderai aux intervenants de répondre aux questions par mail s'ils sont d'accord. Il y a une question sur le coût de la lutte contre le moustique tigre, son coût par habitant. Est-ce qu'on arrive à l'estimer et on arrive à estimer une évolution dans les années à venir? Le coût de la lutte par habitant, alors la problématique en fait, c'est qu'il va être extrêmement variable en fonction d'un territoire. On est en fonction des besoins, c'est-à-dire que si vous êtes encore sur un territoire aujourd'hui qui est relativement peu colonisé, en soi, le coût de la lutte, il peut être assez faible. Et pour des mesures en termes d'organisation, alors ça dépend quel acteur vous êtes aussi, mais si on se place au niveau de la commune, par exemple, des mesures d'urbanisme, de gestion du territoire, de gestion fluviale, par exemple, quand elles sont prises en amont dans un projet d'aménagement urbain, entre guillemets, elles n'ont pas de coût. En tout cas, c'est prévu à l'avance, donc ça peut être se diluer dans ce sens-là. Pour les agences régionales de santé et les opérateurs avec lesquels on intervient, nous, on est sur des logiques de marché public, donc le coût est un petit peu différent partout parce que tout le monde n'a pas tout à fait les mêmes tarifs en fonction des besoins du territoire. Mais ce qui est certain, c'est que c'est des coûts qui vont a priori augmenter dans les années à venir, puisque avec l'augmentation de la prévalence du moustique territoire, on risque d'avoir à intervenir de façon de plus en plus régulière pour s'assurer de la présence ou non de moustiques à proximité d'un cas humain, ou de devoir faire des opérations de traitement d'urgence. On peut voir notamment l'épisode de cas autochtones qu'on a connu en PACA et en Occitanie cette année, qui ont nécessité un déploiement important de moyens matériels et humains, puisque on est dans une logique où il faut essayer de retrouver tous les cas possibles et revenir au cas index. Donc en fait, il faut se dire que on envoie des équipes dans la rue, dans les villages, taper aux portes pour aller demander aux gens est-ce que vous avez eu des symptômes récemment, est-ce que vous avez eu
s'est senti malade. Et ça, c'est du temps agent, c'est des moyens déployés. Quand on a un cas autochtone, les procédures veulent aujourd'hui qu'on traite 2 fois plutôt qu'une. Donc, en soi, quand on voit les déploiements de moyens nécessaires, la certitude qu'on peut avoir, c'est que ce sont des coûts qui vont augmenter dans le temps, mais qui voilà restent variables en fonction des territoires. Donc c'est un peu difficile de donner un coût à l'habitant de la lutte antivectorielle. Mais après, ça c'est le coût à l'intervention entre guillemets d'urgence. Et après, il y a voilà tout ce qui peut être mis en place par ailleurs pour limiter les populations de moustiques. Les coûts peuvent être lissés sur des grandes périodes ou être virtuellement transparents dans la réflexion et la création des projets. Il y a une action de lutte antivectorielle qui n'a pas de coût pour la collectivité, c'est les actions que chaque citoyen peut faire à leur domicile ou même sur le domaine public éventuellement, c'est-à-dire essayer, lorsque c'est possible, de supprimer les gîtes à moustiques, soit en vidant l'eau, soit en les couvrant, soit en les protégeant, etc. Donc ça, tout le monde peut le faire et je pense que Christophe et Raphaël sont plus au courant que moi, mais on diminuerait déjà de beaucoup les densités de moustiques, tigres, qui nous agressent si chaque citoyen faisait ces petits gestes, d'où l'importance, comme Simon en a parlé, de mobiliser les citoyens et faire de la mobilisation dite sociale. C'est majeur. Et pour moi, c'est le plus important. Presque. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez apporter d'autres compléments avant qu'on clôture la discussion? Parce que la population d'auditeurs a nettement baissé, pour le coup, sensiblement baissé. Non, c'est bon. En tout cas, je vous remercie vraiment tous les 4. Je remercie aussi Pascal Gorge et Christine Canet pour l'organisation. N'oubliez pas de répondre au questionnaire de satisfaction en quittant l'événement. On se retrouve le 20 avril pour le 4e épisode de la série Vivre avec le changement climatique, les territoires s'engagent, où on parlera de transition agroécologique, de changement climatique et de santé. Je vais vous remettre le lien dans le chat pour vous inscrire. Je vais aussi prendre 1 minute pour vous partager les prochains rendez-vous de l'Institut Paris Région, pour le coup sur l'adaptation. Alors, je partage mon écran, pardon. Normalement, vous voyez mon écran. Vous voyez mon. Oui, c'est bon, parfait. Donc, les prochains rendez-vous de l'Institut Paris Région sur l'adaptation au changement climatique. Il y a un webinaire Energy Watch qui est organisé par l'AREC et Energy Watch, les données énergie-climat au service du territoire, donc le 13 avril. Un autre webinaire de la série Renaturation sur les leviers d'adaptation des villes au changement climatique le 18 avril. Et un webinaire sur la renaturation des friches, donc le 31 mai. Voilà, je me suis permis de faire de la pub à mes collègues de l'Institut Paris Région et pour rappel, donc les prochains webinaires du réseau ISE, le 20 avril, le 25 mai et le 22 juin. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.